Pourquoi prenons-nous ces décisions avec notre argent? Pourquoi nous endettons-nous pour une maison alors que d'autres ne peuvent même pas y penser? Pourquoi ce qui semble rationnel pour nous paraît fou pour un autre? La réponse tient en 4 mots. Chacun a ses raisons. Lors d'un voyage en Turquie, j'ai discuté avec un ami qui est actuellement assistant chirurgien. Il est en 3e année. C'est exactement le même parcours qu'en France, exactement la même passion du métier. Et pourtant, il gagne 1562 € net par mois. En France, un assistant comme lui touche 2162 €. Et ce n'est pas juste 600 € de plus. C'est la stabilité, c'est le pouvoir d'achat, c'est la liberté de penser à demain. Dans le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, il nous rappelle une vérité fondamentale. Nos décisions financières ne sortent pas de nulle part. Elles sont sculptées par notre vécu, notre environnement, nos peurs et nos espoirs. Pourquoi certains épargnent jusqu'au dernier centime, tandis que d'autres dépensent sans compter? Pourquoi un même outil comme le crédit peut sauver l'un et couler l'autre? La réponse à cette question, c'est que notre relation à l'argent, c'est le fruit de notre contexte. On va imaginer la scène, même salaire affiché, 2 villes, 2 réalités. D'un côté, Istanbul, où les prix ont bondi de près de 44% par an en moyenne depuis 5 ans. De l'autre, une ville européenne moyenne, où l'inflation a tourné autour de 4,4% par an. À salaire figé, ce n'est pas votre compte en banque qui change, c'est tout le décor autour. Manifestation à Istanbul contre la pauvreté. La Turquie traverse une grave crise monétaire car la livre turque est en chute libre. Voici quelques chiffres pour comprendre. Dans le geste quotidien, on peut imaginer acheter un pain à Istanbul. Eh bien, il a augmenté en 5 ans de 5 à 28,7 lire. En Europe, il passe de 1 € à 1,24 €. Le message, c'est exactement le même geste, mais pas du tout le même coup psychologique. À Istanbul, le pain pèse presque 6 fois plus qu'il y a 5 ans. Les œufs, ils passent de 20 à 114,6 lire. En Europe, de 2,50 € à 3,09 €. En Turquie, l'essentiel devient un arbitre budgétaire. On compte les boîtes, pas les recettes. Un café à emporter, à Istanbul, de 35 à 200 lire. En Europe, de 2,50 € à 3,09 €. Ce petit luxe quotidien bascule du presque rien au déjà trop. Prenons les services essentiels. Le transport mensuel à Istanbul de 600 à 3438 lire. En Europe, de 45 à 55,60 €. À Paris, passe de 75,20 € à 88,80 €. Se déplacer devient une stratégie, pas une routine. Et si tout augmente, le logement augmente forcément aussi. Un 2 pièces hors hypercentre à Istanbul, il passe de 5000 à 28 650 lire. En Europe, de 650 à 804 €. À Istanbul, les personnes sont contraintes de se mettre en colocation. Avec un salaire qui stagne, le loyer finit par dévorer le mois. Concernant les charges, de 1200 à 6876 lire à Istanbul. En Europe, de 120 à 148 €. À ce tarif-là, la facture grimpe plus vite que la température du radiateur. À Istanbul, sans revalorisation de salaire, le pouvoir d'achat réel s'érode à vue d'œil. En Union européenne, oui, la vie est plus chère qu'hier, mais la hausse cumulée est restée gérable. On ajuste, on arbitre, on respire encore. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas une somme, c'est un écosystème. Il dépend d'une chose simple mais décisive. Est-ce que votre salaire court aussi vite que l'inflation, ou est-ce que l'inflation court devant vous? Maintenant, écoutez ces 2 voix. On va leur poser exactement la même question. Emprunter pour acheter. Il y aura 2 réponses et 2 mondes différents. Dans un premier temps, on va prendre un Européen qui est plutôt posé et confiant. Un crédit pour une maison? Je le fais si les chiffres tiennent. Pas pour me donner un genre, pour assurer mon futur. Un toit? C'est l'actif qui stabilise tout le reste. Ma trajectoire, mes projets, ma capacité d'épargner à long terme. Alors je pose mes règles. Je veux un taux fixe, pas de piège. Je veux un reste à vivre convenable, même avec 20% d'imprévu. Avant de signer, je négocie le taux de mon assurance, analyse mes dépenses. Si ça passe, j'accepte le coût du temps pour acheter de la stabilité. Un crédit bien construit n'est pas une chaîne, c'est un levier. Et je ne veux pas survivre au mois, je veux construire la décennie. Écoutons maintenant la seconde voix. Un Turc plutôt tendu, épuisé vu le contexte. Acheter une maison? Je n'y pense même plus. Ce n'est plus un projet, c'est une fiction. Les prix ont explosé alors que mon salaire n'augmente pas. Un 2 pièces basique hors centre, 28 650 lire par mois de loyer. Et pour l'acheter, il me faudra des décennies d'épargne. Dans un pays où épargner, c'est déjà perdre de la valeur chaque jour. Alors je reste locataire. Je paie un loyer qui dévore la moitié de mon salaire. Et puis les charges grimpent. Une course où je pars déjà battu. Un crédit pour une voiture? C'est un passif qui perd de la valeur dès la sortie du garage. Alors je me pose des questions.
Ai-je une alternative moins chère? Le crédit mange combien de mon oxygène mensuel? Est-ce que je paie pour du confort ou je paie ma liberté? Les transports publics, 3438 lire par mois. Un simple repas dans un restaurant, 458 lire. Un café, 200 lire. Même les œufs ont quintuplé. Je ne vis pas, je calcule. Et chaque mois, je me demande, est-ce que ça va tenir? La maison, c'est le passé. La voiture, ça me paraît impossible. J'arrive à peine à survivre. Et je sais que demain, ce sera pire. Exactement le même outil avec deux philosophies différentes. Quand on parle d'un actif qui va nous bloquer pendant 25 ans, d'accord, mais s'il prend de la valeur, dans ces cas-là, le crédit est un levier. Si on a un passif comme la voiture qui perd de la valeur, le crédit est comme une double peine. Je paye des intérêts aujourd'hui pour un bien qui perdra la moitié de sa valeur demain. La vraie question n'est pas puis-je emprunter, mais cet emprunt augmente-t-il ma liberté dans 5 ans? Nos décisions financières ne sont pas rationnelles, elles sont plutôt des miroirs de notre histoire personnelle, ce que nous avons appris sur le manque ou encore l'abondance, de notre environnement, l'inflation, la sécurité de l'emploi, le coût du logement, les normes sociales, de notre horizon temporel, construire l'avenir ou encore traverser le mois. Exactement le même outil avec des trajectoires totalement opposées. La bonne décision, ce n'est pas quelque chose d'universel. Elle est cohérente quand elle augmente notre liberté dans le contexte où nous vivons. Alors, avant votre prochaine décision financière, posez-vous cette question. Quelle est ma vie aujourd'hui? Et ce choix augmente-t-il ma liberté? Parce que chacun a ses raisons. Et comprendre les vôtres, c'est déjà le début de la richesse. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous venez de comprendre pourquoi chacun a ses raisons, pourquoi vos décisions financières sont sculptées par votre contexte, votre histoire, votre environnement. Et maintenant, posez-vous cette question. Et si ce n'était pas seulement votre contexte le problème, mais vos convictions? Parce qu'il y a une force invisible qui dicte chaque euro que vous dépensez, chaque décision que vous prenez. Une force plus puissante que votre volonté. Vos convictions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer pourquoi la volonté ne suffit jamais et pourquoi nous sabotons nos finances sans même s'en rendre compte. Deux exemples qui vont déranger, un système qui ment et une vérité que personne n'ose dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien changer votre rapport à l'argent pour toujours. À la prochaine!